Le débat du dimanche, mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, nous irons dans 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Mali et la Guinée. La Guinée, justement, première destination avec cette journée particulièrement mouvementée lundi dernier à l'appel du FNDC, le Front pour la défense de la Constitution. On parle de 6 à 7 morts. Source de l'opposition, alors que le gouvernement, lui, en dénombre 2. On va en parler. Nous allons également parler de la Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle Soro Isera, l'ancien président de l'Assemblée nationale qui a annoncé sa candidature à Valence en Espagne, et le Mali avec ce bilan à mi-parcours du dialogue national inclusif. Après l'atelier de validation des termes de référence et les phases communales, le trio de facilitateurs était face à la presse en début de semaine. On va en parler avec nos invités, Makan Kone de Nouvelle Libération, Alexis Kalambri de Mali Tribune, Badou Sidi Koba de Carrefour et Maître Cheikh Omar Konaré, avocat. À première destination, la Guinée, je vous le disais, une journée de lundi particulièrement mouvementé à l'appel du FNDC, le Front pour la défense de la Constitution, le mouvement qui pense que Alpha Condé est en route pour un 3e mandat. Pour ce mouvement, donc, la journée ville morte a été une véritable réussite. Comme nous l'indique ici Selou Diallo, le chef de file de l'opposition, il est au micro de notre correspondant en Guinée, Malik Diakité. Ça a été un succès parce que les gens avaient tendance à dire que le mot d'ordre ne serait pas entendu et que la population n'aurait pas suivi. Aujourd'hui, lorsque vous regardez Conakry, c'est une ville absolument morte, rien ne fonctionne. À l'intérieur du pays, les gens sont sortis manifester avec les pancartes, avec les banderoles pour exprimer leur position, pour exprimer leur opposition ferme à ce projet de M. Alpha Condé. Nous allons continuer à exprimer par les manifestations notre opposition à ce projet. Et vous allez voir demain, les gens vont encore sortir jusqu'à ce que nos revendications soient satisfaites, c'est-à-dire qu'il y ait un renoncement officiel, solennel et irrévocable à un 3e mandat. Voilà, le bilan de cette journée varie. Pendant que les organisateurs de ces manifestations parlent de 6 à 7 morts, le gouvernement, lui, en dénombre 2. D'ailleurs, pour le ministre de l'administration territoriale, toute la lumière sera faite sur ces 2 morts. Nous écoutons ici le général Condé, il est le ministre guinéen de l'administration territoriale, toujours au micro de notre correspondant en Guinée, Malik Diakité. Parce que la Guinée, le gouvernement guinéen se sent responsable de la vie de la moindre mouche, a fortiori d'un citoyen, que cela soit un bébé, que cela soit un adolescent, un adulte ou que cela soit un vieillard. Toute âme en Guinée est une âme sur laquelle doit veiller le gouvernement. C'est ce que M. le Président de la République a toujours instruit à son Premier ministre, c'est ce que ce dernier a toujours traduit en termes d'instruction également au niveau de ses ministres. Et donc, ce cas de la P8 est secondé par le décès du Marji Yeroba de l'escadron numéro 12 de Mamou. Yeroba est tombé hier à Mamou pendant qu'il défendait son unité de gendarmerie, attaqué également par les manifestants. Il est tombé sous les balles. Un fusil de chasse, cela au moins a été prouvé et démontré. Prouvé et démontré, Badou Sidi Koba, c'est grave hein, si ce sont les manifestants ou à l'issue de cette manifestation, un gendarme, un porteur d'uniforme est tué par balle. Si l'on en croit ce que vient de dire le général Condé, ça veut dire que la situation peut être plus grave qu'on ne l'imagine finalement. La situation peut être beaucoup plus grave et les chiffres sont contradictoires par rapport au nombre de victimes. Par exemple, il y a un médecin qui a témoigné que dans le quartier de Yataya, un jeune de 23 ans a été abattu. Et il est clair que la situation actuelle est telle que vraiment toutes les parties doivent
vraiment essayer de se concerter et de se comprendre. Parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, le président Alpha Condé veut immoler la Guinée sur le bûcher de cette fameuse révision de la Constitution, ce qui est inacceptable. Vous vous rendez compte, il y a eu des manifestants un peu partout, que ce soit à Mamou, que ce soit en Zéro-Corée, que ce soit à Mandjana, que ce soit à Labé. Donc cela prouve à quel point que la population est déterminée vraiment à empêcher le président de la République vraiment à tripatuer la Constitution pour pouvoir se représenter. Parce que quand vous voyez comment les conditions dans lesquelles Alpha Condé a été élu d'abord en 2010, et quand vous voyez le temps qu'il a passé en prison, et au moment où il devait être président, il avait promis qu'il va respecter le contenu de la Constitution, ce qu'il n'a pas fait. Et d'ailleurs, on a procédé à une série d'arrestations. Par exemple, Abdraman Sano, qui est le coordinateur du front qui lutte pour que la révision ne soit pas modifiée. Il a été incarcéré. Il y a Badra Kone, qui est le secrétaire général de l'UFR également, qui est détenu. Donc, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que Alpha Condé, en bon démocrate, vraiment doit évaluer la situation et tirer toutes les conséquences. Magan Kone, comment comprendre cette recrudescence de la violence en Guinée? Moi, je crois que c'est juste les populations qui ne comprennent pas, disons, le comportement d'un président de la République qui est resté longtemps dans l'opposition et qui fait exactement le contraire de ce qu'on attend de lui. Donc c'est comme la réponse du berger à la bergère, comme on dit. Et les gens, ils sont vraiment déterminés aujourd'hui à barrer la route à toute modification de la Constitution qui, à leur avis, est simplement destinée à permettre à Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Donc je crois que c'est comme ça, on peut expliquer la violence par ça. C'est juste une réponse que l'opposition, les opposants, les démocrates et tous les autres donnent à cette volonté incompréhensible d'Alpha Condé aller à une révision constitutionnelle. Maître Konari. Moi, j'ai écouté une récente vidéo du président Alpha Condé où il tente de justifier la révision constitutionnelle qu'il projette. Et qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'il faut mettre dans la constitution guinéenne l'exigence de protéger l'environnement, qu'il faut mettre dans la constitution guinéenne l'exigence de protéger le genre, c'est-à-dire les femmes, et des arguments de ce genre. Ça ne m'a pas du tout convaincu. J'en déduis que Alpha Condé veut simplement un troisième mandat et peut-être s'éterniser au pouvoir. C'est ce que les populations guinéennes de l'opposition ont également compris, d'où les affrontements. Il se trouve qu'en Guinée, chaque fois qu'il y a une manifestation, il y a des morts. L'appareil sécuritaire guinéen ne semble pas très bien formé au maintien d'ordre. Le gouvernement, malgré les déclarations du ministre de l'administration territoriale, n'a que faire des vies humaines. Et vraiment, nous sommes déçus de l'attitude d'un ancien opposant que tout le monde a défendu contre la dictature de Lassana Conté, mais qui aujourd'hui se comporte en véritable autocrate, sans aucun égard pour la population ni pour les lois. Certes, aucune constitution n'est un fétiche, comme le dit Alpha Condé, mais pourquoi changer la constitution à quelques mois de ton départ du pouvoir? Ça ramène tout simplement à un vieux constat. Le pouvoir est une drogue dure comme la cocaïne. Ok. Alexis Kalandé. Ok, oui. En fait, pour moi, c'était prévisible. Je le disais tout le temps. Si vous revoyez un peu les images de son investiture, le pauvre président de la Cour constitutionnelle a eu le malheur de dire que le président prête serment pour la deuxième et la dernière fois. Il a eu un geste. Et effectivement, après, c'était le premier à être limogé. Il n'a pas d'argument pour rester et à la limite, ça contredit et son parcours politique et toutes ses déclarations, surtout sa première déclaration quand il est arrivé. Surtout, ce que je ne comprends pas, c'est que
En tout cas, pour son premier mandat, le président Alpha Condé a été imposé parce que la manière dont il est venu prêtait à équivoque. Donc, il avait à instaurer un modèle démocratique exemplaire. Il a failli à la mission. Donc, ceux qui ont été à la manœuvre depuis la première fois pour que ce soit lui, il leur revient de faire en sorte qu'ils comprennent, qu'ils partent, qu'ils fassent comme le président nigérien. Oui, Makankone, est-ce qu'on n'est pas en train de tirer des conclusions, je dirais pas hâtives, puisque jusque-là, Alpha Condé n'a fait savoir à qui que ce soit qu'il est partant pour un troisième mandat. Est-ce qu'on n'est pas dans les suppositions? Il n'a jamais fait savoir, en tout cas de façon expresse, un troisième mandat à Alpha Condé. Oui, mais rien ne l'empêche aussi de dire qu'il n'est pas partant pour un troisième mandat. Donc, je crois l'histoire du chat échaudé un peu. D'abord, par rapport à tout ce qu'il a dit depuis un certain temps, Alexis vient de parler du cas de son investiture. Moi, j'ai aussi suivi une de ses vidéos il y a 2 jours où il dit que le problème des présidents africains sortants, c'est qu'ils n'ont pas assez de garanties par rapport à leur sort, et qu'ils peuvent être poursuivis, leur entourage peut être poursuivi et tout. Donc ça, c'est des propos qui le rattrapent un peu, et puis des comportements un peu contraires à quelqu'un qui a envie de partir. On parle du cas de Youssouphi, par exemple. Lui, il est clair. Le monsieur aujourd'hui, tout le monde sait que, sauf cas de force majeure extraordinaire, il n'est pas partant pour un troisième mandat. Donc moi, je crois que ce sont les propos d'Alpha Condé qui le rattrapent. Et c'est clair qu'aujourd'hui, s'il n'est pas partant pour un troisième, il n'a qu'à dire simplement non, je veux changer de constitution, mais ce n'est pas pour le maintenir au pouvoir. Oui, puisque vous avez parlé de cette interview d'Alpha Condé où il essaie d'expliquer, il argumente le pourquoi d'un référendum. Il dit avoir eu l'intention de faire ça en 2015, mais il en a été empêché avec le virus, l'apparition du virus Ebola en 2015 en Guinée. Pour tout vous dire, cette vidéo m'a paru pathétique. Les arguments qui sont développés là-dedans ne tiennent pas la route. C'est des arguties. C'est des arguties qui ne convaincraient pas un nigo. Et ce n'est pas seulement les propos. Nous constatons que le président de la Cour constitutionnelle de Guinée a eu le malheur de se prononcer contre une révision de la Constitution. Que lui arriva-t-il? Il fut destitué par ses pairs, c'est-à-dire par les membres de la Cour constitutionnelle. Une telle tempête ne saurait se réaliser sans la main invisible du palais. Moi, je vous le dis, Alpha Condé n'a pas besoin d'annoncer qu'il veut un troisième mandat. On a un cerveau pour réfléchir. Les actes et les paroles nous permettent de déduire qu'il veut ce mandat et il n'aurait pas dû vouloir ce mandat. Mais je me demande s'il n'y est pas contraint, parce que déjà son parcours est jalonné de morts. Combien de manifestants ont été tués? Alors, peut-être qu'il a raison de craindre pour son sort, pour le futur. Ok, Alexis Calambri, comment comprendre le silence des organisations sous-régionales comme la CEDEAO? Parce qu'on a l'impression qu'en Afrique de l'Ouest, on ne tire pas enseignement des précédents. Le Niger, il y a eu la même chose, personne n'a intervenu, ça a donné ce que ça a donné, un coup d'État. Au Burkina Faso, quand Blaise Compaoré a eu l'idée d'y aller, personne n'a intervenu, ça a donné ce que ça a donné. Aujourd'hui, la Guinée, la CEDEAO, toutes les organisations sous-régionales, tout le monde regarde jusqu'à ce qu'un jour la situation s'empire. Comment comprendre le silence justement de ces organisations? C'est ça tout le drame. L'Union africaine, la CEDEAO ont tous prévu des mécanismes pour intervenir en ce genre de situation. C'est vrai, on a vu des démarches individuelles de chefs d'État, mais il faut une déclaration, en tout cas une condamnation ferme et officielle des autorités, de sorte qu'à la limite qu'ils se ressaisissent, parce que il n'y a pas d'ambiguïté en la matière. Il veut un troisième mandat contre la Constitution. Et il faut que ça soit clair qu'il n'a pas le droit de le faire. Et il faut que les institutions comprennent qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une Guinée déstabilisée maintenant.
vous voyez, chez nous et dans notre environnement, ça ne va pas. Alors, on ne peut pas se payer le luxe qu'il y ait une instabilité en Guinée. Donc, c'est vraiment le moment pour tout le monde de mettre le holà et de rappeler Alpha Condé qu'il n'est pas seul et qu'il ne peut pas agir comme il veut. Oui, Badou, puisque c'est la géopolitique qui recommande cela, on ne peut pas se permettre le luxe d'avoir une Guinée déstabilisée, puisque la Guinée est entourée par des États plus ou moins fragiles, la Sierra Leone, le Libéria, le Mali, qui portent tous des séquelles de crise. Du feu en Guinée, on ne peut pas se permettre ce luxe-là. C'est comme si tout le monde est interpellé à ce niveau-là. Il est clair qu'une déstabilisation de la Guinée va affecter l'ensemble de la sous-région. En Côte d'Ivoire, déjà, il y a le problème de succession qui se pose. Et le Mali, au Burkina Faso, ça ne va pas. Donc si Alpha Condé s'offre le luxe d'essayer de modifier encore une fois la Constitution, il va poser problème. Ce qui est sûr et certain, si vous voyez qu'il y a trop de tapage, il y a trop de bruit, c'est qu'il a vraiment l'intention de modifier la Constitution. À défaut de pouvoir faire un mandat de 5 ans, peut-être il va essayer de faire un Tazartier à la guinéenne. Donc ça va encore davantage compliquer la situation. Mais ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est que les organisations sous-régionales des Nations Unies et autres n'ont pas condamné ce qui est en train de se passer en Guinée. Et ce qui est en train de se passer en Guinée aujourd'hui est extrêmement grave. Et ce qui fait la spécificité de ces manifestations, c'est que ce soit la société civile, que ce soit l'UFDG de celui d'Alain Diallo, le chef de file de l'opposition qui vient de parler, que ce soit l'UFR de Sidi Yatouré, que ce soit l'Union démocratique de Guinée de Mamadou Sylla. Donc tout le monde est en train de condamner cette aventure du président de la République de Guinée. Nous pensons qu'un bon démocrate, vu son âge, il a 82 ans, on peut même dire qu'aujourd'hui il est le doyen des chefs d'État de l'Afrique, donc il doit donner le bon exemple, il doit se comporter en sage, vraiment renoncer à ce tripatouillage de la Constitution qui va peut-être verser le sang en Guinée et qui va encore déstabiliser l'ensemble de la sous-région. Aujourd'hui, nous, on n'a pas besoin de ça. Macan connaît la nécessité d'anticiper sur ce qui peut être une crise au niveau de la Guinée. Avant de répondre rapidement, je voudrais dire que c'est vraiment fou comment le pouvoir peut changer les hommes. Moi, j'ai eu la chance, tout jeune reporter, d'aller en Guinée par l'intermédiaire d'un grand frère qui m'a introduit auprès de Condé, opposant à l'époque. J'assistais avec lui à des petites réunions qu'il tenait dans les quartiers de Conakry, mais je réfléchis à ses propos à l'époque et voir cet homme aujourd'hui qui vraiment s'accroche au pouvoir et ce qu'il disait contre le feu Lansana Condé, je crois que c'est incroyable. Est-ce qu'il s'accroche au pouvoir? Ah mais bien sûr, il ne l'a jamais dit, quoi. Non, mais si on était dans un prétoire, je ne sais pas si on a des preuves. Il n'a jamais dit le contraire. Parce que c'est plus facile de dire je ne suis pas candidat. C'est aussi simple que ça. Maintenant, pour répondre à votre question, pour anticiper, c'est clair aujourd'hui, il faut que tout le monde se mette d'accord et lui dire la vérité, lui dire non, monsieur, vous êtes à la limite hors la loi parce que vous violez votre constitution actuelle, vous voulez une nouvelle constitution juste. En fait, je crois que c'est le langage de la vérité qu'on doit lui tenir. D'ailleurs, en l'occurrence, on a un compatriote qui est envoyé spécial de l'OIF à Conakry, qui peut-être s'il suit cette émission, Tchama Iber, on profite pour lui dire qu'il a un lourd poids sur les épaules, parce qu'aujourd'hui, comme tout le monde le dit autour de cette table, on ne peut pas se permettre une crise en Guinée-Conakry. Et ce qui tient et ce qui peut résoudre cette question, c'est tenir le langage de la vérité, et en Afrique, et au-delà de l'Afrique, à M. Condé. On ne sait pas si c'est officiel. On avait entendu également que l'ancien président Amadou Toumani Touré était également concerné. Peut-être qu'on va nous dire si c'est officiel ou pas. Maître Konaré, peut-être qu'on souhaite qu'on se trompe, que Alpha Condé n'ait pas l'intention de se présenter à un troisième mandat. On le disait, il ne l'a pas encore affirmé. Si on était dans un prétoire, dans un palais, on ne l'aurait peut-être pas condamné pour cela. Parce que jusque-là, il ne l'a pas dit. Peut-être qu'on espère que ce soit le cas, qu'on se trompe quant à ce qui est son intention. Il y a des indices, comme vous nous amenez au prétoire, il y a des indices graves et concordants permettant de déduire que Alpha Condé veut ce troisième mandat. Si la Constitution est révisée, la porte lui serait ouverte. Et lui sera ouverte pour se présenter à un nouveau mandat. Et tous ceux qui se sont opposés à cette révision constitutionnelle ont été éliminés par lui. Alors, donc, voilà des indices graves et concordants. Vous parlez de la CEDEAO
de l'Union africaine, ce sont des machins, des syndicats, des chefs d'État. Ils se protègent les uns les autres. Vous n'entendrez pas un cri de ces institutions-là tant que Alpha Condé n'aura pas été renversé par la force, peut-être, je ne le souhaite pas. Et excusez-moi l'expression, je ne vais pas terminer comme Moussa Singo à la gendarmerie. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est quand les faits sont déjà, quand il est trop tard, que ces syndicats de chefs d'État-là réagissent. Ne croyez pas à l'efficacité de la CEDEAO en vous référant au cas gambien. En réalité, ce n'est pas la CEDEAO qui a chassé Yaya Jammeh, c'est le Sénégal qui lui en voulait particulièrement et au cœur duquel se trouve son pays. D'accord. Donc les chefs de ce syndicat-là, dans ces syndicats de chefs d'État, les chefs d'État ne se lâchent pas. D'accord. Voilà. Okay. Individuellement, les chefs d'État l'ont quand même appelé, mais il faut que ça soit public, officiel et que ça vienne des institutions. Tout à fait. Okay. Ça ne le sera pas. D'accord, vous avez parlé d'indices grave. Vous avez parlé d'indices concordants graves. Peut-être sans être l'avocat de Alpha Condé, on peut vous rétorquer en disant que jusque-là, il ne l'a pas affirmé. On souhaite vraiment que ce soit le cas pour le grand bonheur de ce peuple guinéen et de la sous-région. Deuxième thème de ce débat de dimanche, lui, il n'est pas partant pour un troisième mandat, puisque c'est sa toute première fois de pouvoir briguer la magistrature suprême. Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui l'a fait savoir cette semaine à Valence lors d'une rencontre avec ses partisans. Kadi Sonta Keita revient sur cette annonce. C'est à Valence, en Espagne, devant ses sympathisants de la diaspora, que Guillaume Soro a mis fin à un faux suspense qu'il maintient depuis des mois. Il dit, je cite, « Il y a des partis politiques qui sont pro-Soro, qui m'ont déjà choisi pour être leur candidat. Donc, je serai candidat. Maintenant, si je gagne au premier tour, honnêtement, je serai content. Mais s'il y a un deuxième tour, celui d'entre nous qui aura le plus de points, il aura le soutien des autres. » Guillaume Soro, ancien allié désormais opposant de l'actuel président, le bras armé qui a contribué à l'accession du président Ouattara au pouvoir, a profité de cette réunion retransmise sur les réseaux sociaux pour partager une information qui a inquiété ses inconditionnels. Guillaume Soro affirme que des hommes se présentant comme des policiers d'Interpol Espagne ont fait une descente nocturne dans son hôtel de Barcelone en début de semaine dernière pour tenter de l'interpeller. Il serait reparti après de longues discussions et son refus de les suivre. Pour l'ancien bras droit de Ouattara, il ne faut pas chercher loin les auteurs de cette tentative d'arrestation. Il s'agit de l'actuel régime qui, d'après lui, fait tout pour l'humilier. Il est d'ailleurs revenu sur les récents épisodes du visa qui lui a été refusé pour les États-Unis et de l'interminable attente qu'il a dû subir pour renouveler son passeport ivoirien. Pour lui, aucun doute, le pouvoir Ouattara est derrière tout ça. Quant aux autorités ivoiriennes, elles n'ont pas perdu de temps avant de réagir aux propos de l'ex-filleul de Ouattara. L'une d'elles, membre de la sécurité présidentielle, réagit sous le couvert de l'anonymat. « Je suis catégorique, ça ne vient pas de chez nous, nous n'avons pas saisi Interpol. » Guillaume Soro, ancien secrétaire général de la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, s'est rendu célèbre au-delà des frontières ivoiriennes en 2002, lorsqu'il s'est retrouvé à la tête de l'ex-rébellion des Forces Nouvelles. Stratégie de victimisation, buzz de campagne électorale ou véritable harcèlement politique, l'ancien Premier ministre assure lui qu'il portera plainte. Allié à l'époque du président Alassane Ouattara, Soro a activement contribué à la chute de l'ancien président Laurent Gbagbo, aujourd'hui en liberté conditionnelle en Belgique, après avoir été blanchi d'accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Avec une telle candidature, la présidence de 2020 en Côte d'Ivoire s'annonce électrique. D'autant plus que l'actuel président Ouattara n'a toujours pas dit s'il se présentera pour un troisième mandat ou pas. À titre d'information, la constitution ivoirienne n'autorise que 2 mandats, le premier n'étant renouvelable qu'une seule fois. Voilà, Badou Sidi Koba, on se posait la question, Guillaume Soro partira pas, finalement, ça y est, il est candidat à la présidentielle de l'année prochaine. On peut dire que les événements s'accélèrent sur la terre de Birni dans la mesure où 2 éléphants qui ont été d'historiques opposants, à savoir Ari Konan Bédié et Laurent Gbagbo qui se retrouvent, et finalement Guillaume Soro qui affirme que finalement il sera candidat à la présidentielle de 2020. Donc on peut dire actuellement que les équivoques sont en train de se lever. Parce qu'Ari Konan Bédié, dans son interview, a clairement dit qu'il n'est pas exclu que lui aussi soit candidat. Et Adama Bik Togo, qui est le secrétaire exécutif de la RSDP, a dit que
si Alassane Dramane Ouattara ne se présenterait pas, il est sûr qu'Amadou Gon Coulibaly risque d'être le candidat du RHDP. Donc, on peut aisément dire que les langues se délient, les masques sont en train de tomber. Donc, de plus en plus, on se rend compte que sur la scène politique ivoirienne, vraiment, de plus en plus, ceux qui veulent se présenter à l'élection présidentielle sont en train de faire des révélations à la face du monde. Oui, Magankone, on peut parler de rupture définitive, rupture politique entre Guillaume Soro et Alassane Dramane Ouattara, sinon le RHDP finalement. Oui, il a dit lui-même, je crois que c'était à la même occasion qu'entre... Non, il a dit, je crois, sur une autre chaîne que j'ai suivie, que politiquement parlant, en tout cas, entre eux, c'est la rupture. Là, lui-même, il l'a avoué. Je crois qu'il fallait s'attendre à ça. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que tout ça, c'est que la quête du pouvoir. Maintenant, entre lui, Alassane, maintenant, moi, ce qui m'inquiète, c'est même le sort de la Côte d'Ivoire par rapport à ces élections. C'est un peu partout comme dans les autres pays africains. En Afrique, dès qu'il s'agit d'élections et tout, c'est la crise, c'est les morts, c'est tout. C'est ça qu'il faut fondamentalement déplorer. Parce que lui, je crois qu'il a dû s'entendre sur des choses avec Alassane, c'est mon point de vue, sur lesquels des engagements qui n'ont toujours pas été respectés, comme on aime à le dire tout de ce temps. Mais moi, je crois qu'il y a ça. Mais pour ce qui le concerne, je me dis, il a assez d'expérience de la crise de laquelle la Côte d'Ivoire est sortie. Il doit quand même, et lui et Alassane, particulièrement lui, en tout cas tout mettre en œuvre pour que la Côte d'Ivoire ne tombe pas dans une nouvelle crise. Ne serait-ce que... je crois qu'il peut faire ça en tout cas. Maître Konaré. Moi je crois que Guillaume Soro a minutieusement étudié le calendrier. Il a aujourd'hui 50 ans, 49 exactement, et en 2020, il y a une présidentielle. Le pouvoir en Afrique ne se conquérant généralement que par la force ou par une simple passation déguisée de service, il se rend compte que s'il n'est pas candidat en 2020, celui qui va succéder à Ouattara va faire 10 ans. Lui, il aura 60 ans à l'époque, en ce temps. Et en partant, le successeur de Ouattara va préparer quelqu'un d'autre. Et lui, il n'aura jamais plus le pouvoir. Donc, ce calcul étant fait, Guillaume Soro a décidé de se porter candidat. Il est candidat et au prix d'une rupture avec le président de la République, Ouattara, dont il était l'allié, mais qui avait un autre allié, en la personne de Bédié, qui lui aussi lorgne sur le fauteuil présidentiel. Donc Guillaume Soro se lance donc dans la bataille. Quels sont ses atouts? Il a des atouts, et pour atout son expérience du pouvoir. Il fut Premier ministre, il fut président de l'Assemblée, il a longtemps gravité dans les plus hautes sphères du pouvoir. Il a un autre atout qui est sociologique, celui-là. C'est-à-dire qu'en l'absence de Ouattara, il peut très bien conquérir l'électorat du Nord. Parce qu'il est xénophobe, je crois. Et donc l'électorat du Nord, c'est les ressortissants xénophobes, Djoula, etc., qui peuvent très bien se reconnaître en lui. Et puis il a une forte expérience internationale. Il a aussi des moyens matériels et financiers lui permettant d'atteindre son objectif. Mais est-ce que les élections seront régulières? D'accord. C'est là le véritable enjeu en Côte d'Ivoire. Okay. Est-ce que Ouattara va organiser en 2020 des élections régulières? D'accord. Et si ces élections sont régulières, quelles peuvent en être les conséquences? Dans un autre tour de table, j'en parle. On va en parler. Oui, Alexis Kalandé, justement. Oui, non, justement, c'est une évolution normale de sa carrière. Maître disait tout de suite, il a été président de l'Assemblée, Premier ministre. Ce qui lui reste, c'est la conquête du pouvoir présidentiel. Pour moi, la bonne question, c'est qu'est-ce qui est arrivé au point que tous les alliés du président Ouattara le lâchent en ce moment? Vous savez, les politologues vous disent qu'il y a des trahisons qui sont indispensables, qui sont
obligatoire, mais que ça arrive, des trahisons et des oppositions, ça arrive juste au moment où, disons, on les provoque au moment où on se sent fort. C'est-à-dire que Soro est parti au moment où il pouvait encore faire jouer les montres et rester. Mais il a préféré faire le clash et partir. À la limite, on a tenté de le négocier, de le ramener. Ça veut dire quelque part, et tout jeune qu'il soit, il a une grande expérience politique, il a une forte personnalité. Alors, si lui n'a pas attendu, disons, a été le premier à ouvrir les hostilités, à partir, a été parmi les premiers à se déclarer à la candidature, à la magistrature, je pense qu'il a étudié et l'environnement et il a également en main un chronogramme qu'il est en train d'appliquer. Je pense qu'il y a beaucoup de non-dits encore, surtout quand il déclare. Oui, Badou, on sait que c'est une candidature anti-RHDP, anti-Ouattara. Est-ce que vous pensez que Soro aura la latitude de pouvoir ratisser, de pouvoir fédérer cette opposition, puisqu'il a également fait savoir lors de l'interview à laquelle Makan fait allusion qu'en cas de deuxième tour, l'opposition va de façon unanime soutenir la personne la mieux placée. Est-ce qu'il aura cette capacité de fédérer cette opposition pour faire bloc, pour faire barrage contre le RHDP? Ça m'étonnerait et tout dépendra de la façon dont il va mener campagne. Parce qu'ils se sont mis d'accord pour dire en 2020 tout sauf Alassane Dramane Ouattara ou un autre candidat du RHDP. Ça, ils sont unanimes là-dessus. Et deuxièmement, c'est Alassane Dramane Ouattara qui n'a jamais respecté ses engagements. Parce que quand il y a eu l'appel de Daoukoro, Alassane Dramane a promis que le prochain candidat sera candidat PDCI. Nous savons tous que le sphinx Daoukoro, malgré ses 85 a des intentions. Et Alassane avait promis aussi la tête du RDR à Guillaume Soro, ce qu'il n'a pas exécuté. Et au-delà de cela, nous avons remarqué ces derniers temps qu'Alassane est en train de procéder à une chasse aux sorcières. On a vu le cas de Noël Akossi Benjou, le maire du plateau qui est en exil, le cas de Jacques Mangoua, qui est le vice-président du PDCI, qui a été incarcéré pour détention illégale d'armes. Il y a le cas de Suleiman Kamaraté, dit Soutousoul, qui a été également incarcéré pour détention illégale d'armes. Lui, c'est un proche de Guillaume Soro. Donc, c'est pour dire que l'opposition, malgré les pressions d'Alassane Dramane Ouattara, est décidée vraiment à souder les rangs. La preuve, il n'y a pas longtemps, Afousantou Bamba Lamine a été dépêché par Guillaume Soro pour prendre langue avec Laurent Gbagbo. Donc, tout ça, c'est pour dire à quel point l'opposition est déterminée cette fois-ci vraiment à déboulonner soit Alassane Dramane Ouattara ou à déboulonner le dauphin qu'il va désigner. Oui, mais Magankoune, il y a un élément qui va peser lourd dans la balance, c'est l'actif Alassane Dramane Ouattara, puisqu'il a quand même un bilan, hein, c'est pas nul son bilan, il peut faire profiter son dauphin, son prédécesseur peut profiter de ce bilan assez au jeu de ces 10 ans, si jamais il n'est pas candidat à sa propre succession. Absolument, vous avez prononcé la phrase fétiche, s'il n'est pas candidat à sa propre succession. Parce qu'en fait, le souci de la Côte d'Ivoire, c'est ça aussi, c'est que même Alassane, on ne sait pas encore. En tout cas, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a travaillé, il a un actif, il a un bilan qui peut jouer en la faveur de son dauphin, comme vous venez de le dire. Mais moi, ce que je voulais souhaiter, c'est que tout ça va se jouer au détriment du peuple pour lequel tout le monde veut travailler et tout. Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, moi je crois que le souci, ce n'est pas la présidentielle qui va se tenir, mais c'est les conséquences de cette présidentielle. Il est évident que c'est à quoi on assiste, on se dirige droit vers une crise en Côte d'Ivoire. Moi, je crois que c'est déjà là qu'il faudrait anticiper pour ne pas tomber dans une nouvelle crise. Parce que, quoi qu'on dise, Alassane, il ne va pas quitter... Parce qu'un président sortant, il ne sort pas comme ça. C'est qu'il protège ses intérêts, il protège ses arrières. Ça, c'est partout. Hein, et puis, c'est naturel, c'est normal. Il amène quelqu'un qui, comme ils disent eux-mêmes, ils aiment à le dire, qui va continuer son travail s'il n'est pas candidat. Et ça aussi, je crois que c'est normal. Parce qu'on a l'habitude de voir ici, en Afrique, un nouveau président qui arrive ou un nouveau responsable, il croit que tout ce qui vient avant lui, il balaye tout. Donc je crois que cette continuité nous manque un peu. C'est pourquoi nos présidents, ils sont obligés, et ça c'est, je crois, normal aussi, de eux, s'ils ne sont pas candidats, c'est d'amener des gens qui sont proches d'eux et les soutenir. Ouais. Mais je crois qu'il faut toujours essayer d'anticiper sur les conséquences d'une élection
qui peut être source de crise en Côte d'Ivoire. Oui, Maître Konaré, on l'a dit pour la Guinée, personne n'a intérêt à avoir une Guinée déstabilisée. On peut dire autant pour la Côte d'Ivoire, parce que le pays revient de 10 ans de crise, de guerre. On n'a pas également intérêt à retomber dans ces vieux démons-là. Ou bien vous pensez qu'il ne faut pas du tout s'inquiéter par rapport à une crise post-électorale? Non, il faut s'inquiéter. Ouattara fut un excellent président. Oui, il fut. Je veux dire, son mandat s'achève. Il fut un excellent président. Son bilan est élogieux en termes socio-économiques. Mais l'opposition en Côte d'Ivoire est très forte. Vous avez le PDCI, vous avez le FPI et vous avez Guillaume Soro. Si les gens de la trempe de Ouattara se présentent à la présidentielle, je veux parler de Gbagbo et de Bédié, peut-être que Ouattara aussi sera candidat. Parce qu'il lui est plus facile de gagner la présidentielle que de la faire gagner par son dauphin, qui n'est pas officiellement désigné. Alors, mais si Ouattara voit que Bédié n'est pas candidat ou que Gbagbo n'est pas candidat, il peut pistonner un dauphin comme Amadou Gon Coulibaly ou autre. Mais là, il court un grand risque parce que les gens peuvent faire un vote utile en ne votant pas pour un vieillard comme Bédié et en préférant Guillaume Soro comme alternative. Et si Guillaume Soro se présente et qu'il va au second tour contre Amadou Gon Coulibaly, ça risque de chauffer. Certes, les moyens de l'État sont assez déterminants, mais voyez-vous, une union sacrée au deuxième tour pour soutenir Guillaume Soro pourrait faire mouche. Alexis Calandri, dernier mot sur ce sujet. Vous savez, la particularité de l'échiquier politique ivoirien, d'abord, vous n'avez pas un électorat flottant. Les gens sont vraiment, disons, ligués derrière des camps, derrière des positions. Et on est surpris de voir encore 10 ans, 20 ans, toujours derrière un candidat même qui est tombé. Donc, il y a encore une conviction. Et les partis politiques, les hommes politiques sont très riches et ont pratiquement de façon égalitaire les moyens de tenir leurs troupes. Donc, et il est évident que Gon Coulibaly est pour le moment le dauphin de Alassane Ouattara. D'ailleurs, il a commencé à se préparer. Donc, pour moi, c'est le moment de travailler à l'accalmie parce qu'on n'a pas fait l'économie d'une crise en Côte d'Ivoire et vraiment, il revient à Ouattara de travailler à cela, ne serait-ce que pour sauver son bilan. Troisième et dernier thème de ce débat du dimanche, le Mali. Après l'atelier de validation des termes de référence et la tenue des phases communales du dialogue national inclusif, le trio de facilitateurs était face à la presse cette semaine. Le bilan à mi-parcours de ces différentes activités a été donc le principal point abordé au cours de cette rencontre avec les journalistes. Rencontre suivie par notre reporter Abdoulaye Maïga. Le triomvirat devant les professionnels de l'information et de la communication. Première étape de cet exercice, la phase communale conformément au texte de l'atelier qui s'est déroulé il y a de cela une semaine. Sur les 700 et quelques communes que compte le pays, le ministère de l'administration territoriale nous avait indiqué qu'il y avait 611 où il était possible, en principe, de tenir les concertations. Les 138 et quelques qui manquaient, on ne pouvait pas y aller pour des raisons évidentes d'insécurité prononcée. Les facilitateurs du dialogue national inclusif ont fait savoir à la presse, après avoir écouté l'ensemble des partis politiques autant que pouvait se faire, des associations de regroupement des partis politiques, qu'ils se sont mis au travail pour exiger les termes de référence en tenant compte des observations de subjection. Dialogue national inclusif ou dialogue politique inclusif, fondamentalement, qu'est-ce qui a changé?
Quel serait le poids de ces participants avec les retraits de l'opposition et de la SEMA? Question des journalistes. Nous l'avions appris comme vous par la presse. Nous n'avons pas été approchés en tant que facilitateurs pour nous le dire. Mais nous avons entendu, écouté par la presse ce qui a été dit, les déclarations qui ont été faites. Et depuis, nous nous organisons à les rencontrer encore pour échanger avec eux sur les motifs. Parce que officiellement, nous n'avons pas été saisis, à part ce que nous avons appris par la presse. L'occasion a été saisie par le Triumvirat pour procéder au lancement officiel du portail du dialogue national inclusif, une plateforme mettant en relation tous ceux qui souhaitent contribuer au dialogue. Badou Sidi Koba, le bilan à mi-parcours du trio de facilitateurs, hein, on vient de l'écouter, la tenue de l'atelier de validation et puis les phases communales du dialogue. Oui, quand on écoute le triumvirat, on a l'impression que les lignes bougent parce qu'ils disent que le dialogue peut se tenir, ou bien le dialogue se tenir dans 611 communes. J'ai appris que c'est 605 communes. Mais au-delà de cela, il y a un problème au niveau de la base, au niveau communal. Par exemple, par rapport à la liste de ceux qui doivent participer au dialogue, il y a des sous-préfets qui se sont invités. Et ce n'est pas normal. L'opposition a toujours demandé, l'ensemble des forces vives de la nation ont toujours demandé la stricte neutralité de l'administration, ce qui n'est pas actuellement le cas. Et quand ils disent que c'est par voie de presse qu'ils ont appris que l'opposition, le Front pour la sauvegarde de la démocratie a décidé de ne pas participer au dialogue national inclusif, moi je pense que c'est une faute grave. C'est par voie de presse que vous apprenez l'information. Au lieu d'aller vers et pour comprendre réellement ce qui se passe, pourquoi ils veulent pas, pourquoi l'opposition et le FSD ne veulent pas participer au dialogue national inclusif, vous contentez de dire que vous êtes au même niveau d'information que les journalistes, c'est par voie de presse que vous avez appris l'information. Ça veut dire quoi? Attention, pas de sermon hein, sur le... Oui, maintenant on connaît par rapport à ce bilan à mi-parcours du triumvirat. Bon, moi, je ne sais pas si c'est un bilan en tant que tel. Hein, parce que c'est des activités menées jusque-là. Il n'y a qu'une à la limite. Quoi. C'est que c'est la validation des thèmes de référence. Et puis bon, aujourd'hui, c'est vrai que les ateliers se tiennent dans les communes, mais moi, je voudrais souhaiter qu'on vienne nous dire exactement l'ambiance dans les communes et tout. Comment est-ce que les gens apprennent déjà les TDR, comment est-ce qu'on s'approprie les TDR et tout. Maintenant, pour aussi abonder dans le même sens que Badou par rapport à ce que l'ancien Premier ministre Ousmane Sy vient de dire. Mais depuis le temps que le FSD dit qu'ils ne sont pas dans le dialogue, ils ne sont pas encore, en tant que facilitateurs, allés vers eux. Ils attendent quoi? Donc, on dit dialogue national inclusif. Je crois qu'il faut que des efforts soient faits. Rien ne sert d'être dans la précipitation. Il faut faire des efforts, il faut prendre le temps pour que ce soit véritablement inclusif. Le dialogue n'est pas inclusif tant que il n'y a qu'un seul Malien qui dit « je ne suis pas là-dedans ». En tout cas, il faut que majoritairement, surtout les politiques, les mots ont leur sens, je veux dire. Dialogue national inclusif. National, c'est toute la nation inclusive, ça veut dire que tout le monde est là-dedans. Mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Même si à l'intérieur, je crois que les gens sont encore dans les discussions et qu'il y a espoir pour le moment. Oui, peut-être lors de cette conférence de presse, je ne sais pas si c'est Baba Akibaïdara, il a fait ressortir que le mot inclusif ne voudrait pas dire unanimité, quoi. Je ne sais pas si on peut le comprendre, Maître Konaré. Vous savez, le thème de ce dialogue-là m'ennuie. J'ai l'impression de parler de futilité. Parce que pour moi, ce dialogue est devenu simplement une futilité. Il s'est tenu dans plus de 600 communes. Je vous dis le fond de ma pensée. Un dialogue sans communes du Mali, quand même. Un dialogue sans l'opposition et sans la SEMA n'est pas un dialogue. C'est un monologue. Vous allez discuter le principal problème du Mali, c'est quoi? C'est la sécurité. Et la sécurité repose aujourd'hui, passe aujourd'hui par quoi? C'est l'accord de paix. Faut-il le remanier? Faut-il le laisser en l'état? La sécurité, ça passe par ceux qui ont les armes, c'est-à-dire la SEMA. Et si dans un dialogue dit inclusif, on note l'absence de l'opposition politique et du principal groupe rebelle,
dans le pays, mais je ne vois pas de quoi on va parler. Maître Konaré, l'accord peut être réduit, non? Maître Konaré, sans être l'avocat du triumvirat, il peut faire quoi? Vous voulez qu'il amène Manu Militari, le FSD? On devrait dès maintenant, suspendre le processus du dialogue parce que la suite ne sert à rien. C'est du gaspillage de milliards. D'accord. Voilà. Alexis Calambri. Oui, alors, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà pu au moins tenir dans 605 communes sur les 703. À la limite, c'était la phase communale. Oui, il faut obligatoirement qu'on rattrape, qu'on puisse faire en sorte que pour la suite, que tout le monde soit là, ou alors qu'on attende quand tout le monde puisse être là. Parce que il y a de vraies préoccupations. Tout le monde est d'accord que le dialogue est indispensable. Tout le monde est d'accord qu'il y a des thèmes dont il faut qu'on débatte. Maintenant, c'est juste de simples questions de personnes souvent et de modalités. Je pense qu'on peut mettre tout ça à plat, discuter, mais pour la suite, il est indispensable qu'on ramène ceux qui ne sont pas là. Parce qu'on parle de dialogue, on parle de la vie des Maliens, il faut que tout le monde puisse venir. Oui, Badou, dans ce cas, on a l'impression qu'on est face à une équation, parce que et le FSD et la CEMA, ils sont tous les deux clairs sur leur position. Ça va être difficile de les faire bouger, peut-être de les amener Manu Militari à ces concertations-là. Non, on est face à une impasse. C'est-à-dire, ils ont posé des conditions. Peut-être que c'est ces conditions qui n'ont pas été respectées. C'est pourquoi la CEMA et le FSD ont dit qu'ils n'iront pas au dialogue. Sinon, tout le monde sait que le FSD fait partie de ceux qui, en son temps, ont exigé à ce qu'il y ait le dialogue national inclusif. Mais les conditions dans lesquelles le dialogue national inclusif sont en train de se dérouler, ça prête à discussion, dans la mesure où on demande une certaine neutralité, une certaine parité entre l'opposition et la majorité, l'implication de la société civile. Mais comme je le disais tantôt, mais on remarque que même au niveau commun, il y a des préfets, même des sous-préfets qui se sont invités dans le débat. Or, nous exigeons la stricte neutralité de l'administration pour que le dialogue puisse se tenir dans de bonnes conditions. Donc, tant que l'administration n'est pas neutre, vraiment, il y a des problèmes qui se posent. Est-ce que ce serait un dialogue national inclusif réel? Est-ce que les gens auront la chance de dire ce qu'ils pensent? Et qui sont invités? Parce que quand on parle de dialogue national, il y a ceux qui doivent être invités, il y a ceux qui ne doivent pas être invités. Et qui sont invités, qui ne doivent pas être invités? Qui doit parler au nom de qui? C'est la question que nous, on se pose. D'accord. Magankone, comment corriger tout cela? Comment réparer tout cela? Faut-il rétro-pédaler, en tout cas pour ce qui concerne le triumvirat, ou bien faut-il foncer comme voilà, la direction semble être déjà prise? Que faut-il faire? Nous, je ne sais pas au nom de qui il parle, mais peut-être qu'on va en parler plus tard. Il est quand même imprégné de la position. Oui, apparemment, il est. C'est très clair. Non, comme je viens de le dire précédemment, je crois que pour des événements, des activités de ce genre, rien ne sert de les tenir dans la précipitation. On a vu comment s'est passée la conférence d'entente nationale. On a mis de l'argent, on a perdu du temps, ça n'a rien donné. Moi, je crois qu'il faut se donner le temps de faire de ces dialogues vraiment un dialogue national inclusif. On n'a pas d'unanimité également, on est d'accord avec, mais que la grande majorité des Maliens soient impliqués. Maintenant, pour moi, je crois aussi, même par rapport au FSD et à la CEMA, par rapport au FSD, en fait, comme Badou vient de le dire, ils ont des conditions, ils croient que tout doit se dire lors de ces dialogues. Et ils pensent que ça doit même être au-delà d'une conférence. Moi, je crois qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Le président, il est élu, les institutions sont là. Personne ne va venir au dialogue pour dire faites partir un tel, ramener un tel. Un élu, en tout cas, qui est élu par le Malien. Je crois que par rapport aux institutions, si les institutions, tant que les institutions ne sont pas menacées, il n'y a aucun problème. Maintenant, pour la CEMA, ils ont dit que si on touche à l'accord, ils ne sont pas partants. Dès que le président a parlé de ça, ils se sont retirés. Même ça, l'accord lui-même donne les moyens de le changer. Il y a une clause de l'accord qui dit qu'il faut déjà que la plateforme et la CEMA et le gouvernement soient d'accord, mais qu'ils avisent comment on appelle, l'Algérie. L'Algérie, et puis moi, quand j'ai écouté Ould Sidati la dernière fois, je crois qu'ils ne sont pas trop contre ça, mais je crois que c'est une question de démarche. Tout ça, c'est des préalables, je crois il fallait mettre en œuvre et qu'il n'est pas tard pour le faire.
avant d'aller au dialogue en tant que tel. D'accord. Ce sera donc le mot de la fin. Avant de se quitter, deux annonces, sinon une. À partir de 21h, suivez Politique, le débat autour du thème Force internationale au Mali, enjeux et perspectives d'une présence de moins en moins comprise. Ce sera avec le chef de la composante police de la MINUSMA, M. Ibrahim Yakouba, avec Dr Madou Diallo, conseiller aux affaires étrangères, et la société civile qui sera représentée par Ibrahim Kébé, Force internationale au Mali, enjeux et perspectives d'une présence de moins en moins comprise à 21h avec Robert Dissa. Également ces images, l'équipe, sinon une partie de l'équipe du débat du dimanche qui était à Koulouba en début de semaine pour accompagner Serge Daniel qui est venu présenter ses prix récemment rapportés à Ouagadougou, le prix Segbo d'or et Norbert Zongo de la presse. Alexis, vous y étiez également, voilà. Non, c'était juste par amitié pour Serge, pour l'accompagner, présenter ses trophées au président de la République. Voilà. L'autre n'était pas. N'est-ce pas? Comment ça? C'est Serge qui a trié sur le volet, donc après m'a appelé Serge. Quelle trahison? Les gens sont allés manger. Non, on ne peut pas parler de manger. Voilà. C'était une bonne chose pour ma part. Tout à fait. Félicitations à Serge. C'était au nom du Mali quand même. Absolument. Bien mérité. Voilà, et puisque Magan aussi était à Ouagadougou quand ces prix étaient remportés au filet. On était très fiers. C'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de féliciter Serge sur le plateau. On était très fiers de cette nuit. Je me souviens encore comme si c'était hier soir. C'était une nuit très intéressante. On a fait la fête. On était aussi heureux que Serge ait remporté ces deux prix. J'aurais aimé faire partie du jury. Inch'Allah. Voilà, ainsi prend fin ce débat du dimanche. Nos invités étaient Makan Koné de Nouvelle Libération, Alexis Kalambri de Mali Tribune, Badou Sidi Koba de Carrefour et Maître Chakmar Konaré, avocat. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain, Inch'Allah, pour un autre débat.